D'abord, merci vraiment de cette invitation. J'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour Lucrezia qui a fait cette revue depuis maintenant des années et qui est une sorte de référence nécessaire, absolue quand on parle de sébiotique et particulièrement évidemment en Amérique du Sud. Je remercie aussi Maria Elena qui a joué un grand rôle dans ces dernières années où j'ai parlé des mêmes, qui m'a accueilli, qui m'a relu. Enfin bon, c'est vraiment, ça a été formidable. Je remercie aussi Ariel. Je vois pas son image, mais il a joué un grand rôle dans l'édition de ce livre d'Igalo comme Memes. Voilà. Alors moi j'avais pensé, je savais pas ce qu'il fallait faire, donc j'avais pensé mettre l'accent sur un aspect de l'article que j'ai fait et qui m'intéresse particulièrement. Alors j'avais un texte, je vais essayer de pas vous le lire trop, mais voilà. Je pars de l'idée que à première vue les mèmes fonctionnent comme des histoires drôles, c'est-à-dire que c'est des images sans auteur finalement qui circulent. Euh, pour ces images, il y a deux types de réception. Il y a soit des gens qui les découvrent par hasard, qui tombent dessus, et puis il y a des gens qui deviennent tout à fait accros à certains mémeurs, à certaines personnes qui fabriquent des mèmes. Alors, pour les premiers, ceux qui reçoivent les mêmes par hasard, c'est des objets anonymes, dépourvus de signature. Ils sont consommés immédiatement sans qu'on sache d'où ils viennent, à quel moment ils sont arrivés. Et finalement, pour beaucoup de gens qui tombent sur les mêmes par hasard, les gens peuvent pas citer un seul nom de même heure. Je vais plutôt m'intéresser à ceux qui connaissent déjà des mémeurs et qui sont abonnés ou qui les recherchent. Alors, il y a effectivement d'abord des abonnés. Je ne sais pas comment on traduit, comment ça se passe en espagnol, mais il y a chez nous ce qu'on appelle des nurchis, c'est-à-dire les nurchis, c'est le chineur à l'envers, et le chineur, c'est celui qui cherche des objets dans les brocantes, etc. Donc, on a des pages qui sont, pour les chineurs, sur différents sujets, soit les mêmes d'actualité, les mêmes méta, les mêmes de policiers, etc. Euh, ces chineurs voient donc des mèmes qui ont été cherchés. Pour marquer leur origine, les mémeurs disposent d'une watermark, hein, de filigrane. Euh, la position d'un identifiant, d'un identifiant comme le filigrane garantit donc une sorte d'image qui est estampillée comme un animal, comme un cheptel. Hein. Il s'agit à la fois de signifier une propriété, d'identifier l'objet estampillé et de le classer. Entre-temps, le filigrane est un signe d'authenticité, ce principe non falsifiable, en principe non falsifiable, comme l'atteste le fait qu'il est utilisé pour des documents officiels. Bien que tous ces procédés protègent une marque, certains mémeurs refusent de mettre des filigranes pour ne pas les enlaidir, considérant que leur style est suffisant pour comprendre qui est leur auteur. Encore faut-il que le viewer, occasionnel ou non, ait vu suffisamment du même mémeur pour qu'il remarque un style et il assigne ce style à une personne, à une instance. D'autre part, le filigrane n'est pas toujours une garantie car on a des gens qui s'approprient les mêmes, qui enlèvent les filigranes et qui les mettent sous leur nom. Alors notamment quand on recherche sur TikTok un des mèmes qui a eu le plus de succès dans les années en 2000, qui est Return to Monkey, on voit que ce mème sur TikTok est signé par des gens très différents. Donc on considère que ce mème a été le plus volé de l'année 2020. Alors cette opposition entre l'original et le volé
montre tout le problème de l'ambiguïté de l'octorialité du memeur. En effet, en même temps qu'il revendique une image ou un gif, le memeur se réjouit presque toujours de voir sa création pillée par les autres. Sur une plateforme comme Know Your Meme, on peut contester l'origine d'un mème, on peut se l'attribuer, changer l'attribution, etc. Mais en fait, c'est très très peu utilisé par les memeurs. En revanche, sur les sites de Nurshi, il y a une classification très nette entre ceux qui font une œuvre originale, original content, et les stolen, voire les templates, hein, images utilisées donc pour la création d'un mème. Ces Nurshi indiquent que les créations originales sont préférables, mais pas forcément, on n'interdit pas forcément les vols. Le membre de la communauté doit simplement avouer son vol, parce que si ça se fait sans qu'on le découvre par hasard, il risque beaucoup de problèmes. Donc la règle du Nurshi est en cohérence avec le statut ambivalent du même, qui est à la fois qui marque une propriété, mais qui est en même temps pillé, le pillage étant la marque de l'influence, de son influence, et donc l'affirmation de son empire. Cette division du monde des mèmes en deux catégories, les créateurs originaux et les voleurs, pour aller vite, est très réductrice et contestable. À cette opposition, certaines pages ajoutent un troisième terme, template. Le template est une sorte de dégradation, de création dégradée, puisqu'on part d'un contenu original et qu'on remplit des cases qui sont proposées. Alors, le terme de voleur, évidemment, est assez fort, parce que beaucoup de gens qui sont pillés, comme Berboob qui a fait Return to Monkey, n'en éprouvent aucun ressentiment, ils sont même très contents qu'on les ait pillés. Donc, si le même est un auteur, le même est un auteur, ce n'est pas au sens romantique du créateur retiré du monde, hein, mais il subit une double contrainte de la part du grand monde de l'Internet si il n'affiche pas son origine. Le même devient si populaire à certains moments que, à force d'être pillé, qu'il se retrouve sur des t-shirts. Biden avait mis pendant sa campagne, avait fait toutes des produits dérivés qui venaient d'un mème, moyennant quoi, très vite, certains mèmes atteignent s'échangent à des prix considérables. Hein, par exemple, on a eu Grumpy Cat, ce mème très classique, qui a reçu des awards et qui a compté 8 700 000 fans, et donc il y a des produits dérivés qui sont achetés par rapport, qui représentent ces mêmes. De tels exemples sont encore assez peu nombreux pour l'instant, mais on peut penser qu'ils vont se multiplier. Gageons que ce qui est considéré ce que les mêmeurs regardent en souriant, c'est-à-dire sur la propriété du mème par quelqu'un, va devenir de moins en moins, va crisper les sourires. Car on peut imaginer que la livraison, l'utilisation gratuite des productions ne va avoir qu'un temps. On ne savait pas il y a quelques années encore que le même qui est une reproduction à l'identique ferait un jour partie d'un marché où l'unicité serait la valeur. Hein, c'est ce qui se passe avec les NFT, Non-Fungible Token. Donc, ce que disait Benjamin, en tant que les arts de duplication mécanique avaient fait disparaître l'aura qui nimbait la culture cultuelle, la valeur cultuelle de l'art, on peut dire maintenant que face à cette reproduction indéfinie, on a retrouvé des moyens de construire une unicité. C'est le cas des NFT, hein, qui sécrètent de la valeur parce que il apparaît comme un original dans la réplique continuelle. En quelques années, on a donc vu les mêmes passer de l'ère de la reproductibilité infinie à la valorisation de l'unité en opérant deux déplacements d'importance. Le premier déplacement d'importance, c'est que le monde des mèmes apparaît comme le lieu de la dispersion quotidienne où un clou chasse l'autre.
le comportement des acheteurs de NFT convainc qu'il n'est pas sans mémoire. Ce que cherchent les acheteurs de NFT, c'est la plupart du temps des mèmes historiques, les mèmes comme Grumpy Cat, Disaster Girl, Bad Luck Ryan, etc. Le deuxième déplacement concerne l'auteur. Naguère ignoré ou volé en toute impunité, il tient aujourd'hui sa revanche. La vente des créations sous forme numérique lui apporte de très fortes compensations financières. Il est donc probable que le statut d'auteur s'empare rapidement des mêmes. Comme ce fut le cas après une ou deux décennies d'existence du cinéma, la notion d'auteur s'est réglementée. Pour les mêmes, selon un avocat, le critère du droit d'auteur va servir, et ce critère de droit d'auteur, c'est quoi? C'est l'originalité, c'est le fait que le droit d'auteur est original, et il pense que ça couvre assez bien l'activité des mêmes dès lors qu'il y a une idée ajoutée à une image. En France, un journaliste qui avait fait un livre avec des reproductions de mèmes a été critiqué par leurs auteurs, même si en l'occurrence, ça n'a pas été jusqu'au procès. Toutefois, le combat pour l'originalité d'un mème s'inscrit dans un contexte juridique complexe, notamment en matière d'auteur. Voici quelques éléments à considérer. L'auteur se définit par l'originalité, parce pour qu'un mème soit protégé par le droit d'auteur, il doit démontrer une certaine créativité, une contestation de l'originalité, et il peut y avoir des réclamations pour contrefaçon si le mème est repris et approprié. Et d'autre part, l'analyse comparative peut montrer que le mème a été plus ou moins imité et multiplié par une personne. Donc, des ressemblances évidentes avec d'autres mèmes pourraient remettre en cause son originalité. Donc, euh, par ailleurs, si la contestation de l'originalité est qu'on ait de succès, cela peut entraîner le rejet de la réclamation pour contrefaçon. On voit tous les critères là que je viens d'évoluer, d'enchaîner, l'originalité, les ressemblances, la comparaison, etc. Si actuellement on raisonnait comme ça deviendrait totalement infernal. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore eu de jurisprudence pour vraiment juger qui est l'auteur d'un mème et que les ressources lui reviennent, etc. Mais je pense que les arts précédents ayant toujours forgé une idée de l'auteur après coup, la question de l'auteur va faire surface dans les années qui viennent. Voilà, merci.